Le Tour d'Andalousie, on va revenir un petit peu sur cette semaine de compétition, sur le classement final de cette épreuve, de ce Tour d'Andalousie, avec bien un doublé français cette semaine, avec deux coureurs qui ont été performants. Donc on reviendra sur leur semaine de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, pouvoir ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, ça se passe dans les commentaires avec un super thanks. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une vidéo, eh bien, plus elles sont mises en avant. On va commencer par les différentes étapes et les vainqueurs. Alors on a commencé à Cueva de Nara avec deux premiers jours extrêmement intéressants en termes de spectacle. Hein. C'est vrai que ça a été une course assez débridée de toute manière en termes de course, parce qu'il s'est passé énormément de choses un petit peu tous les jours, avec beaucoup d'attaques, des attaques de loin. Il n'y avait pas vraiment des collectifs forts qui arrivaient à s'imposer sur cette semaine de compétition. Donc c'est plus des individualités qui ont réussi à faire la différence. C'est le premier jour du très bon Maxime Van Gils qui s'impose dans un sprint en petit comité. Alors Maxime Van Gils, on parlait de Bernal qui a déjà repris l'entraînement avec sa fracture de la clavicule, mais je voudrais être sûr, Van Gils normalement c'était une clavicule. Ah, c'est pas marqué. Parce que sinon, c'est la clavicule la plus courte de l'histoire, hein, quand même, pour Van Gils. Parce que Van Gils, normalement, il était tombé. Donc, on nous avait dit fracture de la clavicule à l'étoile de Bessèges. Et donc, c'est la clavicule la plus courte de l'histoire, sinon. Hein. Là, je ne vais pas avoir l'info. Là, je regarde sur Google, mais je ne vais pas avoir l'info tout de suite. Ça a été bien donc sur cette première étape du côté de Van Gils, mais dès le lendemain, eh bien, il était largué, lâché dans cette deuxième étape par un petit groupe où il y avait notamment Pavel Sivakov, mais surtout Thomas Pidcock. Et donc c'est le Britannique qui s'imposait dans un sprint en petit comité. Il n'y avait pas match, hein, très clairement, face à Thomas Pidcock et Sivakov qui s'emparait du maillot de leader, car Van Gils perdait quasiment 2 minutes sur cette étape. Il n'était pas dans le bon groupe et on se retrouvait à avoir un groupe de 5-6 bien placé au général, et notamment Clément Berthet qui le premier jour était dans un deuxième groupe mais qui se retrouvait à la deuxième place du classement général. Le lendemain, c'était une étape de sprint. Alexander Kristoff qui s'est imposé sans trop de soucis, malgré le gros travail de Ineos dans le final. Un sprint marqué notamment par un Dodan dans les 500 derniers mètres. Alors ça s'est un peu mieux passé que pour Pascal Ackermann. Dodan peut-être un peu moins prononcé. Ça reste dangereux et ça ne devrait pas être présent dans les derniers kilomètres d'une course. Ce genre de Dodan, notamment sur le Tour des Alpes-Maritimes, on avait un Dodan à 2 km. Pour moi, c'est la limite. C'est-à-dire qu'après, dans les 2 derniers kilomètres, il ne faut plus qu'il y ait de Dodan, parce que ça devient extrêmement dangereux en cas de sprint. Et là, du côté d'Alexander Kristoff, bon, il l'a bien anticipé, bien vu. Heureusement qu'on était sur le Tour d'Andalousie et pas sur Paris-Nice aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de densité au niveau du sprint. Mais ça reste quand même très dangereux. Donc victoire de Kristoff. 98e victoire en carrière du côté du Norvégien. Le lendemain, eh bien, c'est une échappée qui est allée au bout, une grosse échappée. Il y avait 12-13 coureurs, avec des coureurs qui auront des regrets du côté de cette étape. Hop là, on va peut-être même l'afficher un petit peu plus, parce que c'était une belle échappée. Diego Uriarte, il est parti à 2 bornes de l'arrivée. Alors, personne n'arrivait à s'entendre, hein. C'est-à-dire que vous aviez énormément de coureurs qui se tiraient la bourre. Et donc Uriarte est sorti du côté de la Kern Pharma. Et derrière, ça s'est regardé. À un moment, on était à 2 doigts de le reprendre. On était à 3-4 secondes. Et puis ça s'est de nouveau regardé. Personne ne voulait faire le travail à la place des autres. Mais au final, bien, Uriarte, il a osé tout perdre. Il a gagné. Les autres n'ont pas osé tout perdre.
Et donc n'ont pas réussi à triompher sur cette journée, parce que comme je dis souvent, des fois, il faut savoir tout perdre pour gagner, et notamment Alan Joussom aura des regrets, parce qu'il était très très fort dans ce groupe-là, Alan Joussom, pardon, mais il va faire 2 erreurs. Déjà à 2-3 km de l'arrivée, il va demander, il va faire une cassure, sauf que Sébastien Berwick n'a pas réussi à revenir à ce moment-là. Et puis sur la fin, où il doit attaquer bien plus tôt pour faire la différence, Connor Swift fait 3 devant Scottson Berwick. Van Den Tuck, il était dans l'échappée, hein. Et puis on avait Anders Allan Johannesson qui a pas réussi à s'imposer comme son frère le lendemain, Tobias, qui lui n'arrivera pas à gagner sur l'étape 5, l'étape de la Linea de la Concepción, remportée par John Barnechea. Je vois pas ce qu'il voulait, je vois pas ce qu'il voulait obtenir, vraiment, Tobias Allan Johannesson, parce qu'il y a rien, il y a même pas eu un épaule contre épaule. Il y a rien, vraiment, là il y a rien. Vous savez que moi je suis quand même très sécuritaire. Parfois on me le reproche d'être un peu trop sécuritaire, mais alors là pour moi il y a vraiment rien. Il y a vraiment que dalle. Mais il a dû se dire, comme ça a marché pour De Klein sur l'UAE Tour, que ça avait marché pour je sais plus quel autre coureur sur le Tour de Lander, c'est-à-dire des mecs qui s'énervent et ils arrivent à faire déclasser quelqu'un d'autre. Van Aert l'a déjà fait aussi dans sa carrière. Donc il s'est dit, je vais me mettre en colère et ils vont le déclasser. Bah non, parce que là, il y avait absolument rien pour Barnechea. Donc il s'impose devant Allan Johannesson et Stone Mittet, en sachant que Allan Johannesson, je pense, est un peu trop concentré pendant toute la course sur Stone Mittet et aurait peut-être dû réfléchir de manière plus intéressante dans cette étape. Donc il s'impose devant Carboni et Gachignard, qui prend la 5e place, et donc le peloton qui arrivait derrière. Oui, vraiment, je vois. Moi, j'aurais même mis une sanction à Tobias Allan Johannesson. Vous savez qu'en football, il y a simulation. Là, pour moi, c'est de la simulation, vraiment, hein, du côté de Tobias Allan Johannesson. Je ne sais pas s'il a pris une amende, le coureur norvégien, mais ça aurait pu pour simulation, parce que vraiment, pour moi, il n'y avait rien du tout du côté du coureur. Je ne sais plus comment j'obtiens les amendes. Ah, fine et penalty, voilà. Non, il a rien eu, mais moi j'aurais presque mis une pénalité pour Tobias Allan Johannesson. Alors, on savait déjà après la classique VAR l'an dernier que c'était pas la truite la plus oxygénée du bassin. On a eu la confirmation parce que déjà je trouve qu'il a pas super bien couru dans le final, et en plus il y a vraiment rien face à Barnechea. Donc c'était pas très intelligent de sa part. Allez, on regarde tout de suite le classement général et puis on va débriefer tout ça. Donc victoire de Pavel Sivakov. Je sais pas trop quoi en penser du côté de Pavel Sivakov. D'un côté, j'ai bien aimé son côté offensif et c'est peut-être parce qu'il est au contact de Pogačar. Vous savez, depuis quelques temps, il est beaucoup plus offensif qu'il ne l'était, notamment chez Ineos. Notamment en milieu de carrière chez Ineos. Déjà la dernière année chez Ineos, sur les classiques italiennes, il est très offensif. Là encore, ça a été le cas l'an dernier, notamment en deuxième partie de saison. Et puis on voit qu'il a tout de suite, qu'il est déjà bien en place chez UAE, hein, qu'il n'a pas de soucis de ce côté-là dans cette formation. Donc non, bien du côté de Sivakov, qui s'impose. Ce qu'on regrettera peut-être, c'est un plateau pas forcément exceptionnel. Mais c'est vrai que la course de l'an dernier, qui s'était résumée à un contre-la-montre, a peut-être fait un peu mal à cette épreuve, qui pourtant est une Pro Series, hein. Oui, voilà, c'est bien une Pro Series, mais on n'avait pas forcément beaucoup de monde forcément au départ de cette épreuve. Mais ouais, un Pavel Sivakov offensif sur cette course, et ça c'est intéressant. Et d'un autre côté, je me dis, il remporte le général, mais sans remporter d'étape. Alors on sait que c'est pas forcément le coureur qui a le plus de punch, mais quand même, il n'y a pas forcément de victoire d'étape derrière, donc allez, petite déception de ce côté-là pour Pavel Sivakov. Deuxième, Clément Berthet. C'est très bien pour le coureur français, coureur très talentueux, qu'on a beaucoup vu sur les Coupes de France l'an dernier, hein, Clément Berthet. Il avait été très efficace, notamment sur le triptyque dans le Jura,
où il avait été très très bon. Là, il fait deuxième. Et il pourra regretter le temps qu'il a perdu lors de la première étape, parce que c'est ce qui fait la différence par rapport à Sivakov, mais ça reste quand même une belle semaine de compétition pour Clément Berthet. Il peut être très content de ce qu'il a mis en place, et puis surtout 3 coureurs dans le top 10, hein, du côté de la Décathlon, avec Stone Mittet 8 et Prodhomme qui finit 10e du général. Tom Pidcock, encore une victoire pour Tom Pidcock. C'est la 4e de la saison. Encore une victoire pour la Q36.5. Donc on voit que ça prend tout de suite bien entre cette formation et le coureur britannique. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur la semaine de Pidcock. C'est une semaine c'est une semaine tout à fait correcte pour le coureur britannique. Il a fait le job cette semaine, 3e du général. Lui aussi, il a perdu un petit peu de temps lors de la première étape. C'est ce qu'il peut regretter par rapport à Sivakov, surtout quand on voit ensuite Van Gils et Tim Wellens. Mais sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Van Gils, un peu juste. Voilà. Il gagne la première étape, ça c'est très bien. Mais ensuite, il manquait un peu de caisse, tout simplement, Van Gils. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'avec sa chute à Bessèges, il n'a pas pu s'entraîner, je pense, pendant quelques jours. Ce qui fait que il manquait un peu de jours de compétition déjà peut-être, mais surtout il manquait un peu d'entraînement avant cette épreuve. Alors ça a tenu un jour, mais voilà, il y a eu un deuxième jour un petit peu plus compliqué où il perd pas mal de temps sur cette étape. Et ensuite, il remporte quand même le classement du meilleur sprinter, Maxime Van Gils, mais il en manquait un petit peu sur cette semaine. Tim Wellens, bien le premier jour et ensuite ça a été plus compliqué lui aussi sur la suite de la semaine. Il était vraiment très très bien le premier jour, j'étais même assez surpris de le voir comme ça aux avant-postes dans ce sprint face à Maxime Van Gils. Après sur le reste de la semaine ça a été un petit peu plus difficile pour le Belge, mais qui prépare aussi les classiques flandriennes, notamment le week-end d'ouverture. Et je pense du côté de Tim Wellens, l'idée était surtout de prendre des repères, pas forcément de gagner, c'était surtout de prendre des repères, de faire un gros travail d'équipier autour de Sivakov. Et ça, c'est ce qu'il a réussi à faire. Stef Kras, un ton en dessous des meilleurs, ce que je noterais du côté de Stef Kras. Pas en capacité d'aller matcher avec les meilleurs. C'est ce qui fait qu'il est 6e. Je dirais que le devant, c'était trop fort. Il y avait pas moyen d'aller les chercher. Donc pas grand chose d'autre à dire du côté de Stef Kras. Il en manquait un petit peu pour aller chercher les meilleurs du côté du coureur belge. C'est quand même un début d'année, je dirais, intéressant, correct, mais faut pas non plus s'enflammer, quoi. Pour le moment, on attendra de voir sur d'autres épreuves comment ça va se passer. Devant Marc Solé, Stone Mittet et donc Marcus Solgaard, premier Uno X, Marcus Solgaard. Pourtant, on était venu avec la grosse équipe du côté de la Uno X. On va revenir même là-dessus. On était venu avec les frères Allan Johannesson, mais également Leknesund, aussi Alexander Christophe. Et Leknesund a été en échappé le premier jour, et ensuite il a bien craqué, mais s'il était parti en échappé le premier jour, c'est qu'il n'était pas sûr de lui. Bon, les deux frères Johannesson sont partis dans des échappées, mais n'ont pas réussi à gagner leur étape d'un côté comme de l'autre. Et avec un Tobias Aland qui, je sais pas ce qu'il a tenté, essayé d'avoir face à Barrenetxea. Et puis Marcus Solgaard, donc, qui au final est le mieux classé au général. Je me dis quand même que Tobias Aland Johannesson, c'est une année un petit peu charnière pour lui, parce que c'est un mec qui a remporté le Tour de l'Avenir. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu forcément des grands résultats pour lui, notamment sur les courses par étapes. Il y a eu, quelques perfs sur des échappées sur le Tour de France, mais un classement général pour le moment, même sur des courses par étapes un petit peu moins importantes, c'est pas vraiment très satisfaisant. Il va falloir quand même obtenir des résultats désormais du côté de Tobias Aland Johannesson. Bon, Anders Aland, son frère, ça fait quand même du bien de le revoir un petit peu à un bon niveau, parce qu'il a quand même pas mal galéré ces derniers temps, avec notamment des problèmes de genoux. Mais Tobias Aland Johannesson,
un peu porté disparu. Alors lui aussi, il avait eu des soucis physiques, notamment lors de sa première année chez les professionnels, et j'ai peur que ça devienne un peu comme Romain Sicard, qui avait eu les mêmes soucis, notamment de genoux, et qu'il n'arrive jamais à montrer tout ce qu'il sait faire. Voilà, donc j'espère me tromper, mais pour le moment c'est un petit peu dommageable. Il y avait également Enric Mas au départ cette semaine. Et Enric Mas, bah, ça a été un peu la soupe à la grimace cette semaine pour le coureur espagnol. Jamais dans le coup. Dès le premier jour, il n'est pas dans le coup. Alors il a eu une crevaison aussi sur la première étape. La réalisation n'était pas parfaite. En plus, sur le premier jour, il n'y avait pas le décompte de kilométrage non plus. Il n'y avait pas le GPS, il manquait beaucoup d'informations. Mais il semblerait qu'il ait eu une crevaison qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Mais lors de la deuxième étape, il n'y a pas de crevaison et pourtant il n'est pas dans le coup non plus. Donc ouais, une semaine difficile, une semaine de rentrée pas évidente pour le coureur espagnol qu'on devrait voir sur Paris-Nice, normalement au Tirreno, un des deux. Ah non, Faune et Ardèche classique. Et ensuite, Tour de Catalogne. Donc, il sautera Tirreno et Paris-Nice. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a certains qui font ça, qui sautent Paris-Nice et Tirreno pour faire une course en mars, pour faire une classique, et ensuite, genre faire l'Estradé, et ensuite aller sur le Tour de Catalogne. Donc, on verra, mais ouais, pour l'instant, début de saison, tranquillo, hein, du côté d'Henrik Mas. Voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Voilà, du côté du coureur espagnol. Chez Ineos, on était venu avec Axel Laurence, Friday, Connor Swift, mais pas forcément un leader pour le classement général. Donc pas de surprise. Je ne sais pas si vous avez vu également la Euskaltel avec cette image où tous les coureurs sont lâchés, ils sont pas dans le bon peloton. Ça aussi, c'est un peu risible parce qu'à Euskaltel est quand même une équipe de deuxième division. Mais pas du niveau de tout le monde. Jayco, ouais, on les a pas vus de la semaine. Et en même temps, il n'y avait pas la grosse équipe non plus, mais on les a pas vus de la semaine. Et puis voilà, Total Energy. Gachignard 11e, ce qui est pas mal aussi, hein, devant Alan Joussom et Geoffrey Soupe. Mais ouais, il y avait pas mal d'équipes, mais parfois des équipes qui sont un peu passées à côté sur cette épreuve. De toute manière, on a fini à seulement 74 coureurs, ce qui fait un peu mal pour une course de deuxième division. Et Emile Herzog, l'ancien champion du monde espoir, toujours aux abonnés absents. Hein, Emile Herzog, qui a encore 2 ans de contrat avec la Bora, mais pour le moment, il n'a toujours pas vraiment eu des très grands résultats. Le coureur qui a seulement 20 ans, mais qui a été un ancien champion du monde junior, face à Morgado. Il avait battu Morgado en Australie, et depuis, c'est un petit peu compliqué pour lui. On regarde les classements annexes. Le classement par points remporté donc par Van Gils devant Pidcock et Barrenechea. Le classement de la montagne remporté par Guillermo Thomas Silva, dont on avait parlé lors de la présentation de la Cara Rural, qui est toujours en ligne sur la chaîne, devant Alan Joussom et Thomas Gachignard. Et le classement par équipe remporté par la Decathlon devant UAE. Et ça, c'est quand même à souligner. Uno X, Movistar et Ineos complètent ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!